Alors, je remercie beaucoup Porte Espoir, voilà, et puis bravo pour votre travail. Voilà, et c'est vrai que les enfants, c'est pas rien. Donc, c'est vrai que elle m'a déjà introduit, donc ça va bien. Pour vous parler un tout petit peu de ma vie, en fait, j'ai jamais eu trop de problèmes de parler de sexualité depuis toujours. Voilà, mais avant, quand j'étais plus jeune, c'était pas forcément dans le bon côté des choses. C'est-à-dire que c'était toujours bien la bûcheronne qui faisait bien des gags. Voilà, et en fait, maintenant, j'ai appris à utiliser la bonne force pour en parler, et plus, non plus choquer, mais plutôt pour encourager. Donc voilà, donc je suis très convaincue que la meilleure prévention pour nos enfants, c'est de parler de sexualité avec eux, et que nous, les parents, voilà, je ne sais pas si vous êtes tous parents dans cette salle, mais on est la meilleure prévention pour nos enfants, ou grands-parents, voilà. Ce qui est sûr, c'est que de ne pas en parler, ça fait des dégâts. Voilà, ça crée comme un mur de silence autour de nos enfants, et qui grandissent en fait sans garde-fou. Du coup, en fait, ils deviennent des proies faciles, et parce qu'ils sont tout seuls avec leurs fantasmes, et tout seuls avec leurs questions. Voilà, donc ce soir, mes propos, ils engagent que moi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mon but, c'est vraiment de vous encourager dans votre rôle de parent, de grands-parents, ou d'éducateur, ou de personne qui doit parler avec des enfants, et puis de vous donner des clés. Voilà. Comme je suis éducatrice, en fait, j'adore raconter des histoires. Alors, je vais vous raconter une histoire. Hop. Ah, mais j'ai oublié le petit truc. Attends, il faut que je fasse avancer ça. Voilà, hop. Voilà. Alors, je vais vous raconter cette histoire. Comment on fait les bébés? Mes petits chéris, maman et moi, nous avons beaucoup réfléchi. Il est temps que vous sachiez comment on fait les bébés. On peut remarquer que c'est des parents assez babacools, hein. Le gars, il a les cheveux longs. Ah. D'accord, on vous écoute. Ils ont des bonbons. Commençons par une recette de petite fille, dit maman. On prend du sucre, du sirop, une pincée d'épices à la rose, un nuage de poudre de noix et 250 grammes de doudou. Les papas, eux, cultivent les petits garçons dans leur jardin. Il faut mélanger les escargots, les limaces et plein de poils de queue de chien. En cas d'urgence, on peut appeler Bébé Express. Grand-mère, elle, m'a appris à faire les bébés en pain d'épices, explique fièrement maman. C'est drôle, dit papa. Parfois, on soulève une pierre et devinez ce qu'on trouve. Plein de bébés. On peut aussi faire germer les bébés dans des pots de fleurs. Explique maman qui adore faire des plantations dans la véranda. Ou acheter un tube de pâte à bébé chez le pharmacien. Écoutez-moi bien les enfants, figurez-vous qu'un jour, maman a déposé un œuf sur le canapé et l'œuf a explosé. 2 bébés sont sortis. C'était vous, mes petits chéris. Vous étiez nés. Alors là, pour exploser, nous avons vraiment explosé de rire. Ha ha ha! Mais où est-ce que vous allez chercher toutes ces bêtises? À part graines, tubes et œufs, il n'y a pas un mot de vrai dans vos histoires. C'est terrible d'être aussi ignorant. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Le temps de terminer ses croquis, et voilà, on peut commencer la leçon. Voici le ventre de maman. À l'intérieur, il y a des œufs. Voici le corps de papa. Ici, 2 petites cosses. À l'intérieur, il y a des graines. Papa a aussi un tube. C'est par là que les graines vont sortir. Par le petit trou que voici, le tube va rentrer dans le ventre de maman et les graines, grâce à leur queue, vont nager à l'intérieur. Voici quelques exemples. De papa et maman au travail. Et c'est là, dans le ventre de maman, que la grande course à l'œuf commence. Yeah, on y est presque. Le premier arrivé casse l'œuf, qui se transforme peu à peu en tout petit bébé. Gagné. Il
bébé devient gros, et pendant que maman grossit, très gros, très très gros, maman grossit, grossit. Quand tout est prêt, après 9 mois, bébé sort enfin. Bonjour maman. Maintenant, vous aussi, vous savez, ils sont tous rouges les parents, ce que tout le monde sait depuis bien longtemps. Donc cette histoire, qu'est-ce qu'elle met en lumière? Elle met en lumière que les enfants, souvent, ils en savent plus qu'on imagine. Et surtout, en fait, ça met aussi en lumière que les adultes, c'est souvent nous qu'on est le plus gênés dans l'histoire. Et du coup, on embaume en fait notre malaise. Voilà, et puis on fait... Notre culture dans laquelle on vit, elle entretient ce tabou sur la sexualité. Même si on n'a pas l'impression de l'avoir, en fait, parce qu'on a l'impression qu'on voit de la sexualité partout, sur toutes les pubs publicitaires, dans les journaux, dans les magazines, il y a eu la libération des mœurs et tout ça, mais en fait on est aveugle, comme un poisson lait dans l'eau, et on n'en a pas conscience que c'est tabou. Si on est honnête, on a tous de la réticence de parler de sexualité, déjà avec d'autres adultes, des fois même dans le couple, mais alors avec des enfants. Et puis, dans notre époque actuelle, souvent, en fait, il y a plein de personnes différentes qui interviennent dans la vie de nos enfants, qu'on ait choisi ou pas. En fait, on délègue, ou on délègue pas, mais voilà, il y a des autres gens qui interviennent dans l'éducation de nos enfants. Alors du coup, nous, soit ça nous soulage, puis on dit, bah, ça va bien, parce que c'est eux qui vont le faire. Par exemple, l'école. Puis l'école dit, non, mais c'est quand même les enfants, quand même les parents qui doivent enseigner ça à leurs enfants. Et du coup, en fait, tout le monde se passe la balle et personne ne le fait vraiment. Dans d'autres cultures, une soirée comme celle-là serait impensable. Mais en fait, c'est pas parce qu'on n'en parle pas que c'est bien. Hein? Les enfants... voilà. Il faut que je suive avec les slides. Je les ai faits. Hein. Voilà. Les enfants, ils ont droit à la vérité. Adaptée à leur âge, évidemment, mais à la vérité quand même. La fausse croyance qu'on a, c'est que souvent on se dit que si on parle de sexualité avec un enfant, à tout âge, en fait ça va lui donner des idées. Mais en fait c'est faux. Le fait d'en parler, ça le rassure. Ça veut dire juste qu'il est normal. Ça va, vous voyez, parce que j'ai l'impression que je vous cache. Si on est gêné ou qu'on ne répond pas, en fait, on va augmenter le mystère et puis on va attiser sa curiosité et son intérêt. Donc du coup, ça va créer de l'excitation, mais aussi de l'angoisse. En devenant parents, c'est vraiment notre devoir d'éduquer nos enfants. C'est notre responsabilité et on a les compétences pour le faire. En fait, on a tous fait l'amour pour faire des enfants. Donc on sait comment ça fonctionne. La famille, c'est le meilleur cadre pour le faire parce que normalement, dans la famille, c'est là que règne l'amour et la confiance. Et c'est dans ces rapports, en fait, avec les parents qu'on peut établir les fondations d'une sexualité équilibrée ou, si on est dans une famille dysfonctionnelle, problématique. Pour ceux qui ont la foi dans cette salle, voilà, en fait c'est même plus qu'un devoir, c'est un fort encouragement que de transmettre ce qu'on sait, d'éduquer, d'instruire et d'orienter nos enfants. J'ai pris des versets. Bible. Voilà ce qu'elle nous dit, la Bible. Instruit, oriente le jeune enfant sur la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur, tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc on fait tout le temps. Quant à vous, parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Et Dieu, il est amour, donc tout ce qui vient de lui est à faire avec amour. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel, à sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Donc, pour ceux qui ont la foi, Dieu, il a créé la sexualité. Et il a dit, c'est une bonne chose. C'est un truc de ouf qu'il a vraiment créé là. Hein? Mais ça fait autant partie des choses à transmettre
que la grâce, que la croix, que le salut, que les finances. Voilà, tout ça, ça fait partie des choses à transmettre. Donc, parler de sexualité, d'accord, mais pas n'importe quand, ni n'importe comment. Voilà, le fait de parler de sexe avec nos enfants, ça ne nous autorise pas à tout dire. Loin de là. En fait, on ne va pas tomber non plus dans l'autre extrême. Hein. Si on en dit trop à nos enfants, si on les abreuve de trop d'informations qu'ils ne sont pas prêts à entendre, en fait, on risque de provoquer en fait une intrusion dans leur psychisme, et puis ça va s'appeler un abus sexuel psychique. Alors on ne veut pas ça, évidemment. Donc si vous êtes d'accord avec moi, voilà. Je vais traverser avec vous le développement psychosexuel normal d'un enfant de 0 à 20 ans, et en fait je vais vous encourager au fur et à mesure quoi dire à quel moment. Vous êtes d'accord? Ouais. Ok. Alors, on commence. Voilà. 0-2 ans, nourrisson bébé. Alors, quand un couple il désire un enfant, en fait, ce bébé, il prend forme déjà dans leur esprit. Et déjà dans le ventre, la place du sexe, elle est très très présente, parce que plein de parents, en fait, ils veulent déjà savoir, pour toutes sortes de raisons, quel sexe ça sera. Mais lui, l'enfant lui-même, il n'en a aucune idée. Voilà. Donc, quand il est nourrisson, l'enfant, il est très près de ses parents, il a un contact physique sur l'ensemble de son corps, parce que c'est un petit être sensuel. Donc, à cet âge-là, combien c'est important de le porter, et puis ça le rassure et ça lui donne confiance. Après, progressivement, l'enfant, il va se séparer psychiquement de sa maman, il va s'attacher à un doudou, un objet transitionnel qui va symboliser sa maman pendant son absence. De 0 à 15 mois, la bouche, elle devient la zone érogène importante, c'est avec ça qu'il découvre le monde. Et puis, il a l'expérience du plaisir. Donc là, ce que je vous ai mis sur les slides, c'est surtout ce que je vous encourage en tant que parent. Donc, je n'ai pas mis tout le développement du stade, ça je vous le dis. Puis après, ça va pour vous? Ah, la lelette, ou la tétine, ou la sucette, en fait, elle vient répondre donc à ce besoin primaire qui est de besoin de téter, ça le calme et ça le débarrasse des tensions. Donc, en tant que parent, ne pas être dégoûté du fait qu'il met tout à sa bouche, mais plutôt adapter les jouets. De 15 mois à 2 ans et demi, c'est la zone anale qui va prendre de l'importance, parce que ça va être l'apprentissage du contrôle de ses sphincters, de soi-même, de la relation à l'autre. Donc là, c'est le moment de lui lire des histoires sur les doudous, sur les lolettes, sur le pot, sur le voyage de Monsieur Caca. Voilà, tout ça, c'est le bon moment où on peut aller gentiment avec des histoires comme ça. L'enfant, il explore l'ensemble de son corps, il est curieux et surtout, il recherche le plaisir sensuel. Les petits garçons, ils découvrent leurs organes génitaux vers 8 mois. On vous les changer là, hop, tac, il met sa main. Et les filles, c'est vers 10-12 mois. Et ils vont parfois faire une autostimulation génitale. Mais c'est vraiment rien, absolument rien d'érotique ou de sexuel. C'est vraiment de la découverte. Il peut y avoir des réflexes d'érection. Tout d'un coup, le petit garçon... voilà, mais c'est vraiment une réponse au toucher, en fait. Du fait qu'on le touche, eh ben, son corps réagit. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut vraiment remarquer avec beaucoup d'humour, le rassurer, lui dire « Waouh, t'es en bonne santé, tout fonctionne ». C'est important de ne pas avoir de tabou. Le corps, il est fait pour réagir à une stimulation. Donc voilà, surtout continuer de le toucher, de le porter, de le masser dans vos bras. La masturbation, elle est fréquente dès 20 mois. Souvent, les enfants, on les voit sur leur petit matelas, ils se frottent comme ça. Ça amène l'apaisement, le réconfort, et puis surtout, il y a une recherche de plaisir. Mais pour eux, c'est vraiment de la découverte. Donc, les petits garçons, enfin les enfants, en général, on peut les cadrer à faire ça quand ils sont seuls. Alors, on ne va pas se donner au public, donc on peut lui dire que c'est dans son lit. Il ne faut pas qu'on se braque, c'est de la découverte, et ça fait vraiment partie de son développement. Il ne faut vraiment pas confondre ces motivations avec celles qu'on pourra avoir les adultes. Leur rapport à la sexualité est vraiment différent. Voilà, à cet âge-là, l'enfant, il aime aussi être nu,
et il aime regarder et toucher le corps des autres. Ok, donc là, on va non plus pas se choquer. Ok, ça ne fait pas de lui un pervers. Ok, on va lui expliquer que son corps lui appartient et que celui des autres appartienne à celui de l'autre. Que c'est une propriété privée et que c'est un jardin privé, vous pouvez utiliser tout ce qui est de privé. Voilà. Il est curieux aussi sur toutes les fonctions d'élimination des différentes anatomies hommes-femmes. Et avec l'apparition du langage, en fait, pardon, il va désigner vraiment les parties du corps, y compris les organes génitaux. Alors voilà, ça c'est ce qu'il y a dans les livres. C'est incroyable. On dit, alors voilà, on montre tout. Tac, là le nez, les mains, le ventre, et hop, les genoux. Et là en fait, il y a quoi? Il n'y a rien. Voilà. Alors, on ne va pas prendre ce genre de livre. Voilà, ça c'est mieux. Et encore, c'est marqué le sexe. Alors, il pourrait être plus précis. Mais voilà, c'est important quand on dit aux enfants qu'est-ce que monte ton nez, monte tes épaules, monte tes mains. Voilà. On peut aussi dire puis il est où ton zizi, puis il est où tes fesses. Voilà. Et puis, voilà. Ne pas oublier cette partie, ça fait partie de son corps. Voilà. On est fait comme ça. Voilà, c'est aussi le début de l'acquisition de l'identité de genre, donc les différences garçons-filles par des éléments externes. À cet âge-là, les enfants ne savent toujours pas en fait s'ils sont une fille ou s'ils sont un garçon, ils le savent parce qu'on le leur a c'est l'image qu'on leur renvoie. Voilà, mais donc c'est aussi dans ces moments-là que ça peut être très confus quand une maman voulait un petit garçon puis qu'en fait elle a une fille, puis qu'elle se comporte. Voilà, ça va confondre, là, l'enfant va être confus. Mais voilà, ça c'est par la coiffure, par les vêtements. Et il arrive gentiment à cette phase-là, voilà, 3-5 ans, c'est la petite enfance. C'est un âge factuel. Donc l'enfant, il comprend tout, ou presque tout. Il reçoit tout son problème, son gêne, son honte. Donc c'est à ce moment-là que l'adulte peut prendre l'initiative de parler de sexualité. Pourquoi à cet âge-là? Parce que c'est aussi l'âge où il pose des questions. Plus on l'attend, plus ça va être difficile d'en parler. Alors, il y en a d'autres qui vont dire, mais il faut attendre les questions. Françoise Dolto, c'est ce qu'elle a dit il y a 40 ans. Voilà, on dit aussi souvent que les enfants, ils n'ont toujours pas un pas d'avance sur les adultes. Peut-être. Moi, je dis que ça se discute. Voilà. Moi, je pense qu'en tant que parent, c'est bon d'avoir un coup d'avance. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on y a déjà réfléchi avant que ça arrive. On anticipe le problème. Comme ça, on est préparé. Puis quand l'enfant nous pose des questions, on ne se trouve pas démuni. Parce qu'on y a déjà réfléchi, soit en couple, soit tout seul, soit... Voilà. Mais si jamais il y a ça comme question qui arrive, et tout ça, comment est-ce qu'on en parle avec nos enfants? Le danger d'attendre des questions, c'est qu'en fait, soit ils vont n'en poser aucune, puis ils vont grandir avec une image fausse et incomplète. Et puis, le deuxième danger, c'est que si c'est des enfants abusés, ils vont jamais poser de questions. Parce qu'ils sont trop dans la honte, ils vont jamais oser dire ce qu'ils vivent. Il faut faire comprendre à l'enfant qu'on est à leur disposition et que la parole, elle est possible dans notre famille. Et aussi sur ce sujet. Donc on va constituer vraiment une culture familiale où on décide qu'on ne va pas être gêné de parler de sexualité. Voilà, c'est la période de la pensée concrète et de la pensée magique. Donc ils ont l'imagination, le fantasme, et aussi plein de peurs. Voilà, ils font aussi la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc voilà, vous avez vu, hein, homme, femme. C'est aussi l'âge où ils vont jouer au docteur. Voilà, les jeux de rôle, ça prend de l'importance, c'est le jeu symbolique. Voilà, c'est juste de la curiosité et le désir d'expérimenter les routes sexuelles. Si vos enfants, si deux enfants jouent au docteur et qu'ils n'ont pas plus de 3 ans de différence, c'est vraiment de la découverte. Après, au-delà de 3 ans de différence, ça peut se discuter. Mais voilà, donc surtout, on ne se fâche pas si on les surprend tout nus en train de se regarder. On ne panique pas. Voilà, ça fait partie de la découverte, donc on va les cadrer, bien sûr. Hein, on veut dire que ça se stoppe là. Voilà, et puis que son corps c'est son corps, leur corps c'est son corps, voilà.
Et puis du coup, on peut les inviter à aller voir dans un livre comment est-ce qu'ils sont constitués, parce qu'on voit bien qu'ils sont curieux. Voilà, mais c'est vraiment une curiosité naïve. Attention à ne pas érotiser les relations que les enfants ils ont là. Ok? Alors, il y a la phase d'Oedipe qui arrive aussi. Ça va renforcer. Là, la période d'Oedipe, c'est quand la petite fille elle veut épouser son papa ou que le petit garçon il veut épouser sa maman. Il se rapproche de l'autre sexe en fait. Ça recherche l'amour et les attentions spéciales. Donc du coup, notre rôle de parent, c'est vraiment de rassurer. On ne va pas tout expliquer, mais on rassure. Et ça fait partie du développement normal d'un enfant. Mais on peut aussi dire que maman, elle est déjà mariée, et puis qu'on se réjouit que plus tard, il va trouver une amoureuse, et puis que c'est avec cette amoureuse-là qu'il va faire sa vie. Voilà. Donc on recadre. Hein, on ne laisse pas planer le doute, on recadre. C'est aussi l'apprentissage de la propreté. Donc là, en tant que parent, on peut aussi vraiment leur apprendre à s'essuyer correctement. Les petites filles, c'est en avant, en arrière. Et puis, ben voilà, les petits garçons, on enlève la goutte. Et après, on se lave les mains. S'il vous plaît. Alors évidemment que c'est l'âge des questions, hein, donc ils ont l'intérêt pour les différences, l'origine des bébés, tous les trous, les orifices du corps. Voilà, donc on va répondre à leurs questions mieux que lui. Un bon moyen de répondre aux questions, c'est de lui renvoyer la question pour lui demander c'est quoi que lui pense. Et puis du coup, on s'en émerveille en fait. Parce que c'est génial ce qu'en fait ils pensent. Ils pensent beaucoup plus de choses que nous on imagine. Si après on continue d'en discuter puis qu'on y répond quand même ensemble, il faut que ce soit le plus simple possible. Pas besoin de rentrer dans les détails et surtout on n'est pas obligé de mimer la scène. Okay, on ne va pas leur mentir. Voilà. On ne va pas leur mentir, mais on ne va pas forcément tout dire. Donc on va plutôt partir du ressenti plutôt que se lancer dans des grandes théories. Je vais le redire souvent, mais c'est important d'avoir de l'humour et de travailler sur le fait d'être à l'aise avec ça, en fait. Et du coup, en fait, ça nous renvoie en tant que parents à se dire, mais c'est qui m'a parlé de sexualité, moi, quand j'étais plus petit? Et puis, comment je me sens face à cette sexualité? Comment est-ce que je le vis dans mon couple? Comment est-ce que je le vis perso? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui me réjouit ou est-ce que c'est quelque chose qui m'angoisse? Ben, c'est sûr que ça va avoir une influence sur la manière dont on va parler à nos enfants. C'est important de parler de la belle sexualité à nos enfants. La sexualité qui est saine et positive, agréable, relationnelle, émotionnelle. On ne va pas s'arrêter. Eux, ils savent souvent le côté technique. Voilà, on l'a vu dans l'histoire, hein, ça va là-dedans. Voilà, mais vraiment leur expliquer que c'est librement choisi, la belle sexualité, hein, qu'on prend soin l'un de l'autre, que ça se fait régulièrement, mais que ça concerne les adultes. Voilà, faire l'amour, c'est un truc que les adultes ils font entre eux. Alors on peut lire des livres, là je vous en ai pris quelques-uns, sur la reproduction et comment on fait les bébés. À ce moment-là, c'est ça qui les intéresse. C'est aussi la période des masturbations occasionnelles, toujours pour se détendre, se réconforter ou avoir du plaisir. Alors là aussi, on leur rappelle, ça ne se fait pas n'importe quand, ni devant n'importe qui. Voilà, c'est comme, on peut leur expliquer que les bisous et les câlins, parce que des fois, vu qu'ils sont tellement intéressés par l'autre, c'est aussi, ils ont des petites amoureuses, des petits amoureux, ils font des bisous, mais que celui qui le donne doit avoir autant envie que celui qui le reçoit. Et que quand une petite fille, elle dit « non », eh bien c'est non. Voilà, mais il n'y a pas, c'est pas qu'on doit dire non à un adulte, les enfants entre eux aussi, on entend le non. C'est l'âge aussi de l'augmentation de l'exhibitionnisme, donc là ils aiment se montrer tout nus, et du voyeurisme, ils aiment voir les autres. Donc le bain, les toilettes, les habillages, quand on s'habille. Ils veulent toucher les parties du corps des parents, voilà, les seins, c'est vraiment une curiosité, ils recherchent des limites, c'est à nous d'en mettre. Voilà. Si on est à l'aise, ben voilà, enfin moi en ce moment j'allaite, donc ils voient mes seins, ben voilà, mais je lui rappelle que lui aussi, puis voilà, ils sont curieux, ils veulent voir, mais si on n'est pas à l'aise, on met nos limites aussi à nos propres corps. Voilà, et puis si on ne veut pas montrer nous, bien sûr, on va dans les livres hein, pour répondre à leurs questions.
C'est aussi l'âge des jeux sexuels, toujours, le docteur, toujours, avec les amis, la fratrie, c'est vraiment de l'exploration. Ils recherchent en fait à maîtriser les situations qu'ils vivent, que soit ils les subissent, soit qu'ils les intriguent. Donc là encore, on ne se fâche pas, on guide, on parle vraiment du jardin privé, des parties privées, que c'est à lui. Jamais prendre son propre couple en exemple, dans le sens lui expliquer comment ça marche chez nous au niveau sexuel, ça c'est notre sphère privée. Le message qu'on peut vraiment leur donner, c'est qu'il n'y a aucune pratique sexuelle qui devrait se faire sans consentement mutuel. Il faut que les deux soient d'accord. Il y a une gêne naturelle que les parents ils ont de la peine à imaginer que les enfants ils ont de la peine à imaginer leurs parents. Et ben ça est naturel et on laisse ce gêne-là. On doit rester filtrant en fait, nous concernant. Voilà. Après quand on parle, on va parler d'adultes, on va parler d'autres personnes. Sinon ça fait une dimension un peu incestueuse. Et puis ça on ne veut pas. Donc on va parler des adultes en général, simples et sains. On ne va pas non plus tomber dans les extrêmes, comme par exemple ne plus du tout se montrer, ne plus du tout en parler. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est une question que j'ai des fois, qu'on me demande. Qu'est-ce qui se passe s'ils nous surprennent en train de faire l'amour? Alors voilà, surtout, on évite de paniquer. Okay. Alors, bien sûr qu'on peut leur dire « hors de ma chambre !» Mais voilà, c'est pas du tout une catastrophe. On garde son calme, on ne va pas se fâcher. On demande juste à l'enfant de sortir, hein, mais il n'a pas commis un crime. Okay. Il n'a juste pas frappé à la porte, ou nous, on n'a pas pu fermer la porte à clé, on a oublié. Voilà. Donc, on va aller le rassurer, on va aller répondre à ses questions s'il en a. Parce que souvent, les enfants, après, ils restent avec ils ont entendu des bruits, ils ont vu des drôles de mouvements, et puis on va juste mettre des mots dessus, en fait, en leur expliquant que personne ne se faisait mal, qu'il n'y avait pas d'agression, que c'était un moment intime entre les parents, et que les deux, ils étaient d'accord. Et puis après, on rappelle qu'il faut frapper avant d'entrer. Puis on retrouve la clé si on l'avait perdue. Ou on s'arrange pour faire ça au milieu de la nuit. Voilà, c'est aussi le moment où le langage se développe, hein, donc pipi, caca, fesses, zizi, paix, pouette. Donc du coup, on va développer en fait tous les petits noms possibles et accessibles à l'enfant, et on va aussi décider lesquels on veut les utiliser dans notre famille. Okay. Mais c'est important qu'ils aient entendu au moins une fois les vrais noms. Donc c'est la vulve pour la fille, hein, voilà, les clitoris, l'urètre, les lèvres, mais vraiment c'est la vulve, c'est l'anus. Voilà. Devant, c'est pas le cucu, hein, c'est derrière le cucu, voilà. Pour les petits garçons, voilà, c'est le zizi, mais c'est le pénis, le vrai mot. Le gland, le prépuce, enfin voilà. Donc voilà, au moins qu'ils les aient entendus une fois. Après, vous définissez en famille comment vous voulez appeler, parce que c'est vrai que de dire à notre fille, viens, on va nettoyer ta vulve. Un peu donc voilà, il faut surtout qu'ils apprennent ce bon vocabulaire. Voilà, et aussi d'écrire les gestes sexuels si besoin. Hein, on met le zizi dans la zézette, voilà, avec vos mots. Ouais, on y arrive, on grandit, on grandit. Alors, 6-8 ans, ils disent que c'est la période de latence. Latence, ça veut dire comme s'il ne se passait rien. Alors, bon. Donc, les pulsions sexuelles, hein, même si elles sont peu ou pas apparentes, en fait, elles sont présentes et bien actives. Hein. Donc, ce n'est pas forcément une si période de latence que ça. Hein. C'est le moment où ils vont à l'école. Donc, forcément, ils sont confrontés aux normes sociales, aux interdits et puis aux conventions sociales. Donc là, vraiment, écoutons ce qu'ils ont à dire, de ce qu'ils entendent, des différences qu'il y a entre les familles. On peut expliquer que chaque famille est différente. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas toutes les familles qui parlent de la sexualité comme nous. Voilà. Que notre famille, elle a choisi de parler de sexualité sans gêne, pour être mieux éduquée et mieux être préparée, mais ce n'est pas le cas de toutes les familles. Voilà. Je reste convaincue que c'est quand même les parents qui sont la meilleure prévention de leurs enfants. Le besoin d'intimité, de pudeur qui arrive,
hop, au sein de la famille. Donc l'enfant commence à être embarrassé et gêné de la nudité et d'en parler. Donc la pudeur, elle nous pousse à vouloir nous préserver du regard d'autrui et à définir un espace personnel d'intimité dans lequel nous ne voulons pas que les autres fassent intrusion. On a besoin de cet espace. Donc les enfants, ils doivent compter sur nous, c'est notre rôle, de les aider à le définir et surtout à le protéger. Et ça se fait dans les gestes du quotidien. Ça veut dire qu'on s'adapte à son évolution, parce qu'il n'y a pas tout le monde, tous les enfants qui à 6 ans, tout d'un coup, c'est plus personne ne me voit, c'est toujours des fourchettes, donc on va s'adapter à son évolution et on va le respecter. Respecter, ça veut dire qu'on va accepter son refus, qu'un été, il se déshabillait, tac, il changeait son maillot de bain sur la plage, et l'été suivant, c'est toute une mascarade avec le linge, je veux aller me changer au vestiaire. Quoi? Mais non, on ne va pas aller au vestiaire. Oui, en fait, on accueille ça, et puis voilà, on ne se vexe pas, on ne dévalorise pas, on ne va pas rire, c'est normal. En fait, il va vérifier si ce qu'on lui a dit jusque-là, ton corps c'est ton corps, tes parties privées c'est tes parties privées, quand tu dis non, il faut respecter le non, il va le vérifier avec nous en fait. Il va voir si ça a de l'impact. Donc on va valider même ces sentiments négatifs et on va reformuler. Donc si la pudeur arrive, ça va être le moment d'arrêter gentiment les bains ensemble. Voilà. Ou les douches ensemble avec le parent. On va arrêter de se balader tout nu, de sortir de la douche puis de faire voilà. Mais on ne va pas non plus tomber dans l'autre extrême de style il n'y a plus un seul bout de peau qui dépasse, c'est du style non, on s'enferme à double tour. On essaie d'être relax. C'est juste que les choses vont être différentes et on a un peu plus de pudeur pour tout le monde. On doit surtout avoir aucune ambiguïté, c'est-à-dire que le comportement de l'adulte, il doit être dépourvu de toute connotation sexuelle. Donc vraiment, on met des frontières. C'est aussi important de ne pas vivre la sexualité à l'envers, comme ils disent. Ça veut dire, en fait, tout ce qui concerne, c'est perçu comme dégoûtant. On peut vite tomber dans cet extrême-là si nous, on n'est pas forcément à l'aise avec la sexualité. Donc un enfant, quand il est gêné, souvent il va rire, il va tourner à la dérision, ou alors il va avoir des fortes réactions. Et l'enfant à cet âge-là, souvent il trouve que c'est quand même dégoûtant. Mais en fait, pour nous, c'est OK. On dit OK, tu trouves ça dégoûtant, mais à ton âge, c'est normal. Quand tu seras plus grand, tu vas trouver ça moins dégoûtant. Mais là, c'est OK. Au lieu de lui dire mais non, mais c'est pas dégoûtant. Mais oui, embrasser, d'imaginer mettre la langue. Oh! Voilà. Donc, c'est aussi le moment, après avoir parlé de la belle sexualité, de parler des déviances sexuelles. Donc là, on ne va pas l'effrayer, on va le rassurer. Ça peut devenir vraiment un sujet de famille, mais on ne va pas y mettre la peur. Si on en parle, c'est aussi parce qu'on veut qu'ils soient acteurs de leur vie, et puis du coup, ils seront mieux armés. Donc on va parler, quand on parle de la sexualité, la belle sexualité, c'est fait entre deux adultes qui le veulent, et qui veulent du plaisir et tout ça. On peut vraiment leur expliquer plus tard qu'il y a des adultes qui veulent faire ça avec des enfants, et puis ça, c'est pas comme ça que ça se fait. Ça, c'est non. Ces abuseurs-là, ces personnes-là qui veulent faire avec des enfants, c'est des malades. Et ils ont besoin d'être soignés. C'est important de bien leur expliquer que ce n'est pas des méchants, parce que 85% des abuseurs, c'est des gens qui connaissent les enfants, ou les enfants les connaissent plutôt. C'est des personnes qui sont même très gentilles, qui donnent des bonbons, qui ont des petits chiens, et puis ça peut être des oncles, des grands-parents, ça peut être un voisin. Donc on va vraiment parler de malades. On va aussi dire à l'enfant, on ne va pas dire à l'enfant d'être gentil. C'est important d'être précis dans nos attentes avec nos enfants. Si par exemple on n'a pas envie que nos enfants se moquent des personnes qui sont différentes, on va leur dire j'ai pas envie que tu te moques des personnes qui sont différentes, on ne se moque pas des grands, des gros, voilà. Mais on ne va pas juste dire il faut être gentil. Parce que pour un enfant il faut être gentil, il faut être sage, ça ne veut pas dire grand chose. Il faut être précis. Et puis c'est comme on va aussi expliquer à nos enfants qu'ils ont le droit de dire non à un adulte. Parce qu'il y a des enfants qui grandissent avec cette peur de simplement dire non à l'adulte. On ne va rien refuser à un adulte. Un adulte, il sait. Donc en fait, voilà. Et si on n'est pas à l'aise, on a le droit de dire non. Et puis que c'est pas grave si on le vexe. Voilà. Et surtout, on va l'encourager à venir nous parler, qui sera cru et entendu et respecté dans son refus.
Ça, c'est vraiment important de lui faire comprendre qu'il n'y a pas grand-chose qui nous choque. Même si ça nous choque, c'est semblant. On en parle après à notre mari ou à notre conjoint. Mais voilà, c'est vraiment cette culture de je peux tout entendre. Je ne vais pas me fâcher. Alors, c'est aussi cette période de la résolution de l'Oedipe. C'est aussi à ce moment-là qu'ils ont vraiment le dégoût de l'autre, des relations hétérosexuelles. Donc, ils se regroupent par paire, hein, par du même sexe. Ils peuvent avoir des jeux hétérosexuels et homosexuels, mais ça ne va pas du tout faire de leur orientation sexuelle. Donc surtout, on ne se choque pas. À cette période-là, si tout d'un coup, vous les surprenez avec... Ça ne veut pas du tout dire que c'est des homosexuels. C'est juste qu'ils se comparent leur corps, ils vérifient, ils veulent voir, en fait, voilà, ce qu'on leur dit, si c'est la vérité. C'est là qu'on a l'air bête si on leur dit qu'ils viennent de Pau ou sous les pierres. Donc, on ne va pas avoir peur, on ne va pas dramatiser, on va rester attentif et intéressé. Ah, ouais, tu trouves ça dégueu, ok. Ah, mais les filles, c'est caca, tu trouves? Ouais, ok. Ah, ben, tes copains, c'est mieux, ok. Voilà, on valide, on accueille. C'est à cette période-là qu'ils vont échanger de l'information avec leur père et qu'ils vont se poser des questions beaucoup plus précises sur... ils vont les poser aux adultes, si c'est possible, sur la conception, faire l'amour, les relations sexuelles, la naissance. C'est aussi la pensée abstraite qui se développe, donc ça crée des nouveaux questionnements. Donc, toujours cheminer avec l'enfant, on le rassure, on le réconforte, et on cherche les réponses avec lui. Où est-ce qu'on pourrait trouver des réponses? Alors, bien sûr qu'il y a Internet, mais il y a des livres qui existent pour pouvoir vraiment cheminer avec eux, et puis on recherche avec eux. Nous, on n'est pas obligé de jouer les savants qu'on sait tout. Vraiment, on cherche avec eux. Il y a des personnes ressources à l'extérieur. Voilà. Et du coup, on prend le temps de le faire. Par exemple, on peut leur expliquer que faire l'amour, c'est avoir des relations sexuelles, c'est se donner des câlins, des caresses particulières qui sont agréables à donner et à recevoir. Ces caresses, elles sont réservées aux adultes qui s'aiment beaucoup. C'est des parents qui les font, c'est des amoureux qui font ces gestes. C'est aussi le moment où ils vont faire des blagues, et ils vont avoir un langage vulgaire et provoquant, mais en fait, ils ne comprennent pas souvent le sens. Alors là aussi, on peut leur donner de l'information. Ce matin, il y avait une maman qui disait, moi, mon fils, il traite tout le monde de pute. Sa maîtresse pute, sa sœur c'est une pute, moi je suis une pute, tout le monde est une pute. Et puis en fait, c'est important d'expliquer c'est quoi une pute. Parce que peut-être c'est juste un mot qui trouve ça sympa comme ça sort, il voit bien que ça crée des réactions. Voilà, on explique, c'est comme le mot putain, c'est comme... En fait, c'est qu'est-ce que c'est. Et puis du coup, en fait, si on dit à l'enfant, tu trouves que c'est une pute, mais tu sais ce que c'est une pute? Ah non, mais je voulais pas dire ça, je voulais dire qu'elle était chiante. Ah ok, bon, le mot n'est pas plus beau, mais au moins il y a une vraie explication. Voilà, donc prenons le temps d'expliquer ce que c'est une pute, et puis du coup, voilà, après, c'est vrai, la maman, elle disait, ta maîtresse c'est une pute, mais non, mais elle fait ça pour de l'argent. Puis lui disait, mais non! Ah, alors, c'est pas une pute. Voilà. Si ils voient des images sur leur téléphone, sur leur ordi, les encourager à parler à quelqu'un, hein, les réconforter, leur dire que c'est pas leur faute. Des fois, ça leur tombe comme ça. Hein. Sur Internet, vous tapez hamster.ch, s'ils font un exposé sur les hamsters. En fait, c'est un site porno, mais alors vraiment très, très, très détaillé, avec plein d'images. Donc voilà, on peut essayer de mettre tous les filtres possibles sur Internet. On ne va pas faire juste confiance aux filtres. Donc voilà, après ils peuvent être surpris, avoir vu quelque chose, à la télé aussi, avoir vu, les encourager à venir nous parler, qu'on ne va pas les engueuler, que voilà, ça peut arriver, il y a le petit copain qui a déjà un téléphone alors que lui il n'en a pas, t'as vu ça? Ah, puis ça l'agresse. Et puis du coup, parler avec lui, qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as vu ça? Est-ce que tu crois que c'est comme ça la réalité? Est-ce que c'est vraiment ça, faire l'amour? Voilà, après on peut aussi expliquer toutes ces images pour nous, qu'est-ce que c'est? Que oui, c'est choquant, oui, ça existe, mais c'est des pratiques de grands, et puis ils en ont envie tous les deux. Après, bien sûr qu'on peut parler que c'est du faux, que c'est du montage, qu'il y a du business derrière, qu'ils font ça pour de l'argent, voilà, qu'ils font des coupés-collés. Enfin voilà, suivant à quel âge ils sont, on peut vraiment leur expliquer ça. Que c'est pas tous les adultes qui font comme ça, aussi, de ce qu'ils ont vu.
là, voilà. Son sentiment d'identité sexuelle, il est établi à ce moment-là. Là, maintenant, il sait s'il est une fille ou s'il est un garçon, et il reste constant. Les jeux de rôle, ils sont nouveaux, encore très importants. S'il y a des abus sexuels durant cette période, en fait, ça va révéler aux enfants des sensations vraiment nouvelles, parfois malheureusement agréables, mais qui sont vécues dans un contexte de transgression et ils sont complètement incompris des enfants, qui va leur amener une confusion totale. En fait, et les abus sexuels qu'on dit précoces, ça va stimuler une curiosité pour les sexuels qui est bien découvert avant l'âge de la puberté. Donc du coup, ça va avoir une influence sur son comportement. Donc c'est important, nous, en tant qu'adultes, d'avoir, en fait, moi je dis toujours, c'est questions précises, réponses précises. Voilà, si on pose des questions très floues, on va avoir une réponse floue. Si on pose des questions précises, voilà, on ne va pas faire un interrogatoire, mais on va s'intéresser à ce qu'il vit. Lui faire comprendre qu'on est de son côté et qu'on peut tout entendre et qu'on va le croire. Alors, est-ce que tu vis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu ton zizi à part toi? Voilà, vraiment des questions précises. Est-ce que tu vis des choses que tu n'aimerais pas vivre? Voilà, soyons précis. 9-12 ans, c'est la préadolescence. C'est la période de transition vers l'adolescence. C'est la puberté qui apparaît, le développement du corps. Ça va amener ou de la fierté ou de la gêne. Donc on va respecter ce besoin de pudeur, mais on va accompagner avec amour. Dire que l'on est disponible. On se réjouit de chaque étape, et chaque étape est une fête. Voilà, si la confiance elle est établie depuis la plus petite enfance, en fait, ça va se poursuivre, dans le sens que le parent il sait qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de condamnation. Il y a une distance naturelle, en fait, par rapport au développement du corps qui va se faire. Là, je fais un petit message pour les papas. Quand votre fille, elle grandit, rassurez votre fille, en fait, que... en même temps, ça se fait souvent naturellement, hein, mais parce que forcément, on ne va plus pouvoir la faire sauter comme ça sur nos genoux, comme quand elle était petite, parce qu'elle a toute sa poitrine qui pousse, et voilà, et puis il y a le regard des autres qui va aussi changer. Donc voilà, cette distance, elle peut être naturelle, mais on peut aussi rassurer notre fille qu'en fait, elle n'a rien fait de mal, qu'on l'aime toujours, mais que forcément, dans le public, on va se comporter un petit peu différemment. On peut y aller avec les câlins à l'intérieur de la maison, mais à l'extérieur, forcément, il y a une petite distance qui va se mettre. Voilà. L'image de... Voilà. L'image de soi, elle va se développer par rapport aux commentaires extérieurs et à la comparaison à la norme. Donc, c'est le moment où vous pouvez y aller, depuis déjà le début, hein, mais là, vous pouvez y aller plein de tubes, de relever régulièrement ce que vous aimez chez vos enfants, leur qualité, leur dire qu'ils sont uniques, merveilleux, plein de dons, plein de potentiel. Dans Matthieu 22-29, c'est marqué « Aime ton prochain comme toi-même ». Et voilà, leur dire que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer les autres. Il y a des sensations sexuelles qui se développent, la masturbation privée, des fois mutuelle, entre copains. La recherche de plaisir orgasmique, c'est toujours de la curiosité, voilà, mais ça commence à prendre une autre tournure. C'est l'apparition des fantasmes autres que de la petite enfance. L'intérêt pour le sexe opposé s'accroît. C'est le début des premières fréquentations, l'intimité physique, des petits becs, des smacks. Voilà, des premiers attouchements pendant les bras, on se tient la main. Le préado, il recherche de l'information sur la fonction de ses organes sexuels et il en discute beaucoup avec ses copains. Alors c'est important, en tant que parent, en tant qu'éducateur, de s'intéresser vraiment à ces relations du même sexe. Donc c'est le moment d'inviter ses copains, soit tout seul, soit en groupe, mais de s'intéresser à qui ils sont et surtout de relever en fait les différences qu'il y a, qui sont possibles. On ne va pas contrôler, on ne veut pas contrôler avec qui ils sortent, mais on veut juste être au courant et être familier avec qui ils traînent. Parce que les influences, ça va vite. Voilà, on va parler avec nos garçons et nos filles des futurs changements hormonaux qu'ils vont avoir, que c'est normal, qu'ils vont avoir des poils, de l'acné, qu'ils vont avoir la voix qui mue, qu'ils vont avoir des règles, c'est quoi les règles?
la masse musculaire qui va augmenter, que les femmes vont avoir des rondeurs, ça prépare pour les bébés, les sexes y grandissent, et que le garçon il va avoir la première éjaculation nocturne. Un parent, il doit vraiment être prêt à tout entendre, et il va aider son enfant à trouver des réponses. On crée un climat de confiance, et vraiment on insiste sur le fait qu'il n'y a pas de sujet tabou. On va discuter avec lui aussi de ce qu'on croit qui est acceptable, et ce qui ne l'est pas. Et pour ça, c'est important d'avoir des arguments valables aussi par rapport à nos valeurs. On n'est pas rigide, mais on peut faire des compromis. Par rapport à tout ce qui est véhiculé sur Facebook, Internet, à la télé, tout ça, on va apprendre à nos enfants à avoir un esprit critique par rapport à ce qu'ils peuvent voir. Et on peut aussi les encourager à ce moment-là à avoir un adulte de référence hors de la famille. Ça peut être un parrain, une marraine, ça peut être quelqu'un qui choisisse. Parce que, voilà, des fois, on est quand même gêné de parler de certaines choses avec nos parents. C'est naturel. Mais alors, voilà, qu'ils aient quelqu'un chez qui aller. Un ami de confiance, une personne de confiance. Pour les filles, il y a le cyclo-show, je ne sais pas si vous connaissez, c'est comme des conférences qui circulent en fait, dans les différentes villes, et puis c'est quelque chose que les mamans, vous pouvez vraiment aller avec vos filles quand elles sont à période de prépubère, vous pouvez même aller plusieurs fois, et c'est un truc juste assez incroyable de vivre ce cycle-show. Ils expliquent tout, comment ça marche, les cycles, les menstruations. Enfin, voilà. Et c'est vraiment adapté pour les ados. Donc si vous tapez sur internet cyclo-show, Jess, il y a aussi pour papa. Ah, alors voilà. Il y a aussi... Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est organisé par les mères, mais il y a aussi des conférences père-fils. Ok. Ça s'appelle XY Évolution. Voilà. Ok. Ben, voilà. Enfin, père ou parent ou un livre de référence, ça n'a pas besoin d'être papa. Ouais. XY Évolution. Donc, il continue. Voilà. Il continue en fait de manifester beaucoup de pudeur. Il accorde de l'importance à la dignité face à la nudité. Vous arrivez à lire là? Alors le garçon il dit en tout cas moi je ferai pas l'amour, c'est dégueulasse. Puis Titeuf il dit bah moi non plus, j'adopterai des spermatozoïdes. Le préado, il a une grande prise de conscience de son identité et de son orientation sexuelle. Là aussi, il me dit, ça y est, je vais pouvoir avoir une meuf. Cool. Il a plein de boutons. Et on arrive à la période d'adolescence, l'adulte. C'est une période où la sexualité elle prend beaucoup de place. C'est le développement des désirs et des pulsions sexuelles. En fait, le système, donc le cerveau, le système endocrinien interne, il met en route en fait cette maturation sexuelle. Donc le cerveau, il envoie des signaux qui vont stimuler l'activité des ovaires et des testicules, et puis du coup, il va réguler les effets périphériques et la quantité d'hormones envoyées, mises en circulation, donc la testostérone et les oestrogènes. Donc du coup, il y a beaucoup de changements dans le corps, intérieur et extérieur. La puberté, c'est vraiment le stade de maturation biologique, ça veut dire capable de se reproduire. Donc on va les accompagner là-dedans et on va s'en réjouir avec eux. On va faire la fête le jour où votre fille a ses règles, mais vous allez au resto. Elle est une femme. On ne va pas se moquer. Ils vont avoir un grand changement de comportement face à l'autre sexe. Alors là, on va parler de respect, de ce qui se passe dans les pensées, des influences, des habits. C'est quoi le message que tu veux faire passer quand tu t'habilles comme ça? Est-ce que tu sais le message que ça va pas faire passer? Et on va les rassurer. On va donner du sens aux valeurs de notre famille, du coup, sur les relations sexuelles, la virginité et sur le mariage. On ne va pas juste mettre des interdits ou on ne va pas que prévenir. Je connaissais quelqu'un elle a eu ses règles et en fait, sa maman lui a dit, donc maintenant elle est adulte, mais sa maman lui a dit, le jour où elle a ses règles, elle lui a dit, ah ben maintenant il faut que tu te méfies des garçons. Voilà, donc super, j'en fais quoi? Alors je me méfie des garçons. Elle ne savait pas pourquoi, enfin voilà. Donc les garçons, ils regardent différemment les filles, hein, parce qu'ils ont leur corps qui change. Donc leur curiosité qui va faire plom. Et puis ça peut avoir une influence sur le résultat scolaire. À part ça, à l'adolescence, quand ça baisse les résultats scolaires, ça peut être parce que
Ouh. Voilà. Donc après, il y a toutes sortes de catégories de garçons, hein, dans le sens qu'il y a les sportifs, hein, il y a les intellectuels, ceux qui vont plutôt être dans les livres, puis il y a ceux qui vont être les dragueurs, les donjons. Et les filles, eh ben, elles sont plus sentimentales et romantiques, elles pensent au prince charmant, mais elles sont confrontées à ce regard des garçons qu'ils ont sur elles. Donc il y a celles qui apprécient et qui vont se mettre en valeur avec des habits, mini-jupes et tout ça, des maquillages, pour se rassurer qu'en fait elles ont la cote. C'est pas du tout qu'elles veulent faire l'amour, c'est juste qu'elles vérifient qu'elles plaisent. Puis après il y a celles qui se sentent mal à l'aise, qui vont mettre des gros pulls, et puis elles, alors voilà, elles vont rester aussi entre elles. Il y a celles qui vont tout de suite se mettre en couple, puis elles, alors faut juste pas, elles font du cheval et puis elles disent. Voilà, mais c'est important, c'est des gros clichés, c'est nul. C'est nul. Mais voilà, surtout on en discute, et puis finalement, quoi que tu choisisses et quoi que tu te comportes, c'est quoi que tu veux faire passer comme message. Parce que ça va avoir une influence, en fait. C'est la période, alors ça c'est très injuste, mais voilà, c'est la période où les hommes, en fait, ils rencontrent leur instinct primitif de chasseur, et les femmes, elles deviennent des gibiers. C'est une grande différence de mentalité, parce qu'un homme, un garçon, qui va draguer, qui va avoir plusieurs copines, on va dire que c'est un don Juan, et une fille qui va avoir plusieurs copains, on va dire que c'est une fille facile, voire une pute. Donc vraiment, on va insister sur le fait que chacun est responsable de son corps, et que personne ne peut forcer quelqu'un à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Ni par le chantage, ni par la peur, ni par l'amour. Et on discute avec nos filles en disant, si quelqu'un te dit, si tu couches pas, je te quitte, eh bien, quitte-moi. C'est la période où il y a les éjaculations nocturnes qui apparaissent. Donc ça, évidemment, ben, la première fois, c'est aussi la fête. Hein. Mais voilà, souvent, ils sont gênés, ils ne savent pas ce que c'est dans leur lit. C'est parce qu'ils ont des rêves érotiques maintenant qui arrivent. Et puis, l'augmentation du taux de testostérone. C'est l'hormone du désir. Donc c'est aussi une période où la masturbation, elle peut devenir aussi plus régulière. Les fantasmes et tout ça, ben ça on en discute. On peut discuter, attention du support. Là, on est encore là. Attention du support, c'est les images qu'on prend sur Internet, et sur les téléphones et sur l'ordinateur, ce n'est pas la réalité. Mais voilà, et attention parce que c'est ça qui vient pourrir la tête et les pensées. Les ordinateurs dans la famille, le mettre sur un lieu de passage. Pas d'ordinateur dans la chambre. Parce que dans la chambre, ben, on ne sait pas ce qui se passe. Et tant que les enfants ils vivent dans votre foyer, eh ben, vous avez un droit de regard sur eux, c'est vous les parents. Donc l'ordinateur dans un lieu où tout le monde peut passer. La même chose pour les téléphones. En fait, quand notre enfant il a un téléphone, ça devrait faire partie du contrat qu'à tout moment, un parent il peut avoir un droit de regard dessus. Alors après, on pourrait se dire, ouais, mais alors moi, il regarde, moi je lui interdis de regarder dans mon téléphone. Bah ouais, mais c'est qui le parent? C'est nous. Donc nous, on est des adultes, et puis bien sûr qu'on pourrait aussi avoir un autre adulte qui peut avoir un droit de regard. Il y a des hommes qui donnent la permission à d'autres hommes d'avoir le droit de regard parce qu'ils ont des luttes et des défis et des addictions. Ben voilà, ben les enfants, nous, c'est pas qu'on veut les contrôler, c'est pas qu'on veut tout regarder, mais c'est juste que ça fait partie du contrat qu'on pourrait aller regarder ce qui se discute. Et puis je rappelle juste que WhatsApp, c'est 16 ans maintenant, hein, pour les enfants. Et que ceux qui ont créé Google et tout ça, ils ne laissent pas ça à leurs enfants. Hein. Eux, ils interdisent ça à leurs propres enfants. Donc on va en parler, sans jugement, sans culpabilité, sans peur, sans blâme. La masturbation, c'est pas écrit dans la Bible que c'est un péché. Voilà, c'est juste que la masturbation, c'est centré sur soi. C'est vraiment un plaisir solitaire. C'est un plaisir personnel, donc on ne donne rien à l'autre. Alors que dans la Bible, c'est marqué qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà. Et le problème, c'est que les pensées qui l'accompagnent, les supports sur lesquels on va aller, ça va créer une dépendance. Donc la masturbation, le risque, c'est la dépendance. Et la pornographie, vraiment insister sur... ça vient aussi une dépendance, mais c'est vraiment insister sur le fait que c'est pas la réalité, que c'est du montage, que c'est du mensonge, que c'est vraiment du poison et qu'on voit la femme pas du tout comme elle est en tant que personne, mais comme objet. Voilà, puis que les gens sont payés, on peut vraiment parler du business qu'il y a derrière, et puis que souvent, des fois, elles n'ont même pas le choix, qu'elles sont prisonnières, enfin vraiment, ça, on peut vraiment en parler à cet âge-là avec eux. Le fait de flirter, c'est une activité très importante qui pose les bases, en fait, d'une relation sexuelle épanouie.
ça permet d'apprendre à découvrir progressivement le corps de l'autre et ça augmente la confiance en soi. Donc, on va encourager nos enfants à prendre le temps de cette étape. Donc, on fait connaissance, on apprend à se connaître, d'abord on développe l'amitié, après on crée des souvenirs ensemble. Voilà, et on ne va pas être pressé ni subir la pression. Vraiment encourager nos enfants à être dans la confiance plus que dans la méfiance. Et nous aussi. On va s'intéresser à ce qu'ils vivent. Et vraiment, ils sont encore vos enfants tant qu'ils vivent sous votre toit. Donc ce qu'ils font et avec qui ils sont, vous avez le droit de le savoir. C'est votre responsabilité. Vous avez le droit d'entrer dans leur chambre. Bien sûr, on toque, hein, mais voilà, moi je connais des parents où dessus c'est marqué go out, du style l'enfant il a 14 ans puis le parent ne peut plus entrer. Voilà, alors peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, mais moi je pense qu'on doit vraiment pouvoir, voilà, encore au moins lui amener l'aspirateur pour qu'il passe l'aspirateur dans sa chambre. Voilà. C'est écrit, le pharmacien a glissé par mégarde une boîte de préservatifs dans nos courses. Le pharmacien, bien sûr, oui. On a le droit de dire que c'est moi qui ai été acheté. Voilà. Donc on va parler avec nos ados de la première fois. Bien sûr que c'est un moment super important qui marque pour toute une vie et que ça a lieu qu'une fois, la première fois. Donc il vaut mieux qu'elle se passe bien et qu'elle laisse un bon souvenir. Le contexte global dans lequel ça va être vécu, ça va déterminer vraiment pour la suite. Il faut anticiper cet événement crucial en se posant les bonnes questions. Donc on réfléchit avec lui, comment est-ce qu'on voit le truc? La première fois, qu'est-ce qu'on sait en fait un rapport sexuel? Qu'est-ce qu'on met dedans? Est-ce qu'une fellation c'est un rapport sexuel? Tout ce qui touche au sexe, c'est un rapport sexuel. Le rapport sexuel, c'est pas juste la pénétration. Du moment qu'on joue avec le sexe, c'est un rapport sexuel. C'est une relation entre deux personnes. Alors, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Comment est-ce que je veux le vivre? Qu'est-ce que je veux pour mon corps? Voilà, donc on rappelle à nos enfants qu'on est corps, âme et esprit. Que, en fait, la sexualité, c'est notre corps, mais que ça va influencer sur notre esprit et sur notre âme, parce qu'il y a tout qui se mélange. On va parler de l'amour, qui est de la chimie, mais que c'est aussi intentionnel. De la corde à trois brins, si vous avez la foi, vous pouvez vraiment parler de la relation fille-garçon. Et puis il y a ce Dieu au milieu. De notre expérience de parents. On peut aussi, voilà, même nous rater, hein, ça fait partie de notre vie et c'est ça qui nous a construits. On va parler avec nos enfants de moyens de contraception possibles. Donc, Christophe qui dit rigoler, moi, j'aurais pas un bébé. Donc là aussi, hein, faire l'étalage des moyens de contraception, voilà, c'est important d'en parler, du fait que chaque fois qu'on fait l'amour, il y a quand même cette possibilité de tomber enceinte. Alors bien sûr, on sait qu'on n'est pas fertile 365 jours par année, hein, Dieu a bien créé les choses, mais quand même, soit on connaît super bien notre cycle, mais quand même, chaque rapport est potentiellement pour donner la vie. C'est comme ça que ça a été créé. Donc, cette maturité sexuelle, on devrait l'avoir si on est aussi prêt à être parent derrière. On va aussi parler des infections sexuellement transmissibles et vraiment insister que c'est sur un contact très intime, parce qu'après ça peut vite faire peur. Mais voilà, on en parle aussi. Et puis vraiment, parler de la relation sexuée, la relation sexuée, c'est parce qu'on est des êtres sexués, c'est une relation qu'on a avec les autres, et la relation sexuelle, c'est la manifestation de cette sexualité. Et là, une fois déroulée, ça ressemble à une chaussette géniale pour marcher dans l'eau. Et en plus, j'ai les pieds qui sentent la fraise. Alors maintenant, Dieu et la sexualité. Donc pour les croyants, vraiment, en tant que parents, on peut parler de pourquoi Dieu a créé la sexualité. Il y a ce que dit Dieu, puis il y a ce que dit l'Église. L'Église, pour une forme de protection et de censure et de pouvoir garder tout le monde under control, elle a dit, pas avant le mariage. Et puis du coup, on n'explique pas pourquoi. Mais si on donne du sens, en fait, les ados, après, ils peuvent aussi faire un choix pour leur propre vie. Et quand on sait
pourquoi on peut faire un vrai choix. Alors, du coup, qu'est-ce qu'elle dit la Bible sur ça? Elle dit quand même pas grand-chose. Alors, je sais pas, moi je suis pas théologienne, hein, mais du coup, on peut aller avec notre ado rechercher, en fait, dans la Bible. Et puis, on tape aussi sur Google et tout ça. Qu'est-ce que dit Dieu là-dessus? Et puis, on va pas juste suivre un mouvement de pensée ou parce que quelqu'un m'a dit. Et puis, des fois, c'est juste parce qu'on a passé un interdit. Quand on est ado, on veut juste passer par-dessus l'interdit. Donc, du coup, pour moi, Dieu a créé la sexualité pour 3 raisons. La première, c'est pour se reproduire et multiplier la terre. On est des êtres incomplets, on est humain, on a besoin de l'autre pour donner la vie. Et ce qui est juste incroyable, c'est que Dieu, quand il parle et la chose arrive. Il dit et la chose se crée. Donc il aurait pu juste peupler la terre de vous tous. Juste en disant, toi t'existes, toi t'existes, toi t'existes. Mais non, il nous utilise, nous, c'est quand même Barjo, pour faire partie de son plan pour redonner la vie. Donc on est des partenaires de vie avec lui. Et du coup, le fait de se marier, le fait de s'unir et d'avoir une relation sexuelle, ça nous établit pour régner. Après, pourquoi il a créé la sexualité? Ça crée l'intimité. C'est le truc le plus fou entre un homme et une femme. Et Dieu, il a dit, l'homme et la femme ne feront plus qu'un. Donc c'est bien pour dire comment on se mélange. On ne vient qu'un. Et après, la troisième raison pour laquelle il a créé la sexualité, c'est pour le plaisir. Parce qu'on est fertile que 8 jours, mais vraiment 24 heures par mois. Donc, ça veut dire que tout le reste du temps, on ne va pas se reproduire. Et l'orgasme, c'est un truc de fou qu'il a créé. Quand Adam et Ève, la première fois, ils ont fait l'amour, il n'a pas dit Dieu, non, de plus, j'avais pas prévu le truc. Ils ont tous leurs membres qui a fait tout ce temps. Mais non, il a créé ça, il l'a imaginé. Donc il s'est dit, yes, ça fonctionne. Après, voilà, après il y a eu la pomme et puis tout ça. Mais c'est juste un truc de ouf et c'est même bon pour la santé. On dit que les gens qui font régulièrement l'amour vivent plus longtemps. Voilà, donc quand on donne du sens, c'est plus facile de se positionner. Dans la Bible, c'est marqué que votre mariage soit honoré de tous et pur de toute relation sexuelle antérieure et de tout adultère. Alors voilà, ça dit ce que ça dit. Donc du coup, on ne va pas juste leur mettre un interdit, mais vraiment discuter avec eux. Et après, c'est eux qui choisissent finalement, je fais quoi avec mon corps? Moi, je veux vivre comment ma sexualité? Alors voilà, donc maintenant je vous partage une stratégie aux questions de nos enfants. Donc quand les enfants ils viennent me poser une question, on peut repartir de sa question au lieu de donner une réponse toute faite. Donc Jésus, dans toute la Bible, il faisait exactement ça. Qui es-tu Jésus? Qui penses-tu que je suis? Donc du coup, on va valider sa question et la reformuler. Nous, ça nous permet en fait de voir ce qu'il imagine, quitte à rectifier. Mais du coup, ça veut dire que quand on en parle, on ne va pas trop en dire ou pas assez en dire, parce que du coup, lui, il va nous dire ce qu'il pense vraiment. On va évaluer ses connaissances. On va le rassurer sur le fait que toutes les pratiques ne sont pas des passages obligés. On va lui donner des éléments de réponse sans le brusquer dans son cheminement, ni lui donner des informations susceptibles de le polluer, voire de le traumatiser. Et du coup, on va l'inviter à peut-être se dire que c'est peut-être pas le bon moment, puis qu'on attend encore un petit peu. À ne pas faire. J'aime pas en fait mettre les choses en négatif, mais on n'hésite pas à répondre aux questions, parce qu'on risque de refouler en lui sans besoin de savoir. On ne va pas lui donner des fausses réponses. Ça va créer des angoisses. Après, il va être tout perdu. Et si on commence à lui mentir là-dessus, comment est-ce qu'il voudra nous croire dans d'autres sujets? On ne va pas le culpabiliser, c'est un développement normal. On ne va pas être des modèles inadéquats. La violence conjugale, le traitement inégal entre garçons et filles, le couple, les parents, on est les exemples de nos enfants. Alors voilà, attention à notre attitude aussi, hein, comme mon papa parle à maman, hein, comme mon maman parle à papa. Et on ne va pas non plus en faire trop, parce que ça va créer une surstimulation sexuelle, et puis ça peut créer des peurs, des angoisses, et puis être abusif. Voilà.
Donc, je vous ai amené quelques livres. Ici, je vous propose quelques lectures. Voilà, vraiment, prenez ça comme une ressource. Les livres, ils mettent des mots et des images sur ce que, des fois, nous, on a de la peine à dire. Et puis, c'est des gens qui ont réfléchi, qui ont adapté, et puis ça nous aide. Alors, celui-là, c'est vraiment mon favori. La sexualité de l'enfant expliquée aux parents. Voilà, il est là après, vous pourrez venir prendre en photo si vous avez envie. Hein. Voilà, ceux-là, c'est une série de Jocelyne Robert. Ça adapte à chaque âge, de 0 à 6, de 6 à 9, de 9 à 11. Et dedans, il y a vraiment toute une partie de BD, et à la fin, il y a des jeux. Il doit dessiner son corps. Il y a des petits, il doit faire relier avec des labyrinthes et tout ça. Et vraiment, c'est avec le fun, avec le plaisir. On en parle, on joue là-dessus. Et puis on grandit avec ça et on apprend. Et pour ça, par exemple, je vous conseille vraiment d'en acheter un pour chaque enfant que vous avez. Puis c'est son cahier, c'est à lui. Et puis de temps en temps, alors on ne va pas faire ça tous les soirs, ni on ne va pas parler de sexualité tous les midis. Hein, c'est de temps en temps, régulièrement, mais c'est pas on le fait une fois pour toutes, mais on le fait régulièrement. Et puis voilà, différents stades d'âge aussi, différentes périodes de l'année. Et puis donc voilà, ça c'est vraiment cool. Ils adorent en plus ces moments privilégiés. Zizi et Zezette. Ça, voilà, ça répond vraiment à des questions, les pourquoi. L'amour et les bébés. Ça, c'est vraiment un chouette livre parce qu'il parle aussi du sentiment amoureux, le fait de tomber amoureux. Enfin, vraiment, c'est avec aussi beaucoup d'humour. Le parcours de Paulo, celui-là, il est extraordinaire. Voilà, c'est vraiment un petit spermatozoïde qui est fort en natation. Et puis, il arrive le premier. Rappelez à vos enfants qu'ils ont été une fois dans leur vie le champion et qu'ils ont gagné. Voilà, qu'ils les ont tous battus. Donc voilà, et en fait à la fin, alors vraiment c'est bien détaillé, on voit tout le petit cheminement de tous ces spermatozoïdes. Et à la fin, en fait la petite fille elle adore nager. Voilà, graine d'amour aussi, ça c'est aussi sur la reproduction. La naissance, ça c'est pour les tout petits. Voilà, ça c'est déjà pour les 4-6 ans, ça il existe aussi chaque étape de vie. 4-6, 6-9, 9, enfin 10, 11, 12. Je ne vous ai pas tous mis les questions d'amour aussi. Ça c'est marqué 5-8 ans, mais il y a aussi avant, il y a aussi après. Voilà, alors le guide du zizi sexuel, enfin voilà, alors on peut critiquer, il a reçu plein de... Voilà, on ne pas être d'accord avec, n'empêche qu'il est là, et puis que vers 9-10 ans, c'est un super support quand on se pose des questions. Voilà, il y a beaucoup d'humour, et puis voilà, prenons-nous le temps en tant que parents de le lire aussi, et puis après on en parle avec notre enfant. Voilà, celui-là aussi, il est bien. Toutes les questions que tu te poses sur l'amour et la sexualité. Oups, voilà. Et puis celui-là, il est aussi super parce que vraiment, ça parle d'amour. Voilà, vraiment de la relation émotionnelle qu'on peut avoir avec quelqu'un. Voilà. Donc, si jamais je vous laisse mon adresse internet, adresse email, voilà, si vous avez des questions pour autre chose, et puis je vous remercie beaucoup de votre attention. Ah oui, attendez, je voulais juste ajouter, si vous, pour aider vos enfants à construire aussi leur identité et à grandir dans qui ils sont, eux, en tant que personnes uniques, j'en ai parlé au début, hein, la personne unique, ils ont des dons, des compétences. Alors, je vous fais juste la pub d'un outil que moi j'aime beaucoup, c'est le Patacel numéro 2, c'est à la découverte de mon identité. Ça, si vous le passez dans votre voiture, ça vous booste tous les matins, mais même vous en tant que maman. Et vos enfants, quand vous les entendez chanter « Je suis unique, il n'y en a pas deux comme moi sur la terre », ou bien je ne suis pas un ballon dans lequel on peut shooter, je ne suis pas un paillasson sur lequel on peut se frotter, je suis enfant de Dieu et je mérite bien mieux. Moi, ça me tire les larmes quand j'entends mes enfants qui chantent ça. C'est énorme. Je suis quelqu'un de formidable, je suis plein de compétences, j'ai des dons extraordinaires. Voilà. Hein, on dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient du CD. Et il y a le livre qui va avec, où vous pouvez vraiment faire des animations pour vos enfants, ou même les groupes à l'église. Hein.
Voilà, il faut prendre le temps de les préparer. Mais là, vous faites un cheminement sur l'identité. Et puis, je peux vous dire que ça construit plus vos enfants que les histoires bibliques, c'est très bien. Mais vos enfants, ils ont besoin de se construire dans qui ils sont avant de savoir que si on coupe les cheveux de son son, eh ben, il a perdu sa force. Voilà. Donc, si jamais ils sont en vente, là-bas, les CD et puis le livre, voilà. Donc, les autres livres ne sont pas à vendre, ils sont les miens, vous les laissez là. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'était vraiment très complet, très concret. On peut tous rentrer, ceux qui sont venus sans leurs époux ici. On a des discussions, des stratégies à mettre en place. Et vous avez peut-être des questions. Alors, on va passer à un moment de temps de questions et réponses. Mais juste avant de vous passer le micro, et pendant que vous réfléchissez à vos questions, on aimerait faire passer une petite boîte au milieu de vous. Donc vous savez que cette conférence elle est gratuite, mais vous pouvez y contribuer en mettant quelques pièces ou billets dans la boîte qui va passer. Voilà, donc j'ai le micro à disposition pour vous. Y a-t-il des questions dans la salle ? Courageux ici. Merci. Hier soir, il y avait une émission très intéressante, très choquante, je dirais, profonde, par rapport à la pornographie sur la TSR2. Et ça mentionnait une petite fille, je ne sais plus quel âge elle avait. Elle a 8 ans, elle a tapé sur Internet comment est-ce qu'on fait des bébés. Et elle est tombée sur un site porno. Et puis, elle n'a pas osé en parler avec sa maman. Bref, ça a causé un traumatisme en elle. Et moi, je me dis, c'est quelque chose que nos enfants, petits-enfants, sont vraiment exposés. Même si on met des filtres, etc., ça arrive. Et comment est-ce qu'on peut essayer de prévenir parce que, sachant qu'ils vont y arriver toujours trop tôt, comment faire pour les aider ? Prévenir et guérir. Alors, moi, alors, j'ai pas vu cette émission, hein, parce que hier soir, je donnais des cours, mais du coup, je vais aller regarder, c'est bien. Après, je pense que ce genre de questions, est-ce que dans cette émission, est-ce qu'elle était toute seule à aller poser ça à Internet, ou est-ce qu'elle était accompagnée par un adulte ? Voilà, moi, je peux vraiment encourager. Alors maintenant, je sais qu'on est beaucoup aussi avec la tablette, on la donne vite à nos enfants, et puis nos enfants ils vont dans leur chambre, sur leur lit, puis ils sont avec leur tablette, puis finalement on n'a aucun droit, on n'a aucun regard sur ce qu'ils vont regarder, et puis sur YouTube après on se perd vite, hein, on regarde vite un YouTube, après ça attire l'œil, on regarde, puis voilà. Je pense que vraiment pour des questions comme ça essentielles, allons regarder avec nos enfants, vraiment, et puis voilà, ils ont besoin ils ont envie d'écran. Alors à 8 ans, voilà, d'avoir comme ça accès, c'est aussi jeune. Hein. Après, bien sûr que je sais que ça vient de plus en plus vite, mais on peut en parler avec nos enfants justement. Si le jour où ils tombent sur une image ou quelque chose qui les choque, bah, maman elle est disponible. Et puis elle peut entendre. Voilà, alors. Moi, je n'ai pas la solution à tout ça parce que ça va vite, hein, et puis ça nous dépasse vite, mais je pense que vraiment de plus leur mettre qu'ils aient un temps réduit d'écran et que le moment d'écran au niveau tablette et tout ça, ça soit pendant que maman elle fait à manger, et papa elle est à la cuisine, puis ils sont là. Ça veut dire que ce genre de choses, il y a de la prévention là. Ça veut dire que tout d'un coup, s'ils arrivent, on peut voir qu'est-ce qu'ils sont en train de regarder. Est-ce que ça répond ? Oui, tout à fait. Il y en a peut-être qui se connaissent mieux. Oui. L'évidence, c'est que ça se passera aussi chez les copains, sur le terrain de basket. Je veux dire, aujourd'hui, il y a accès à Internet partout avec ces smartphones. Et les parents sont juste démunis. Ouais. Ils peuvent instruire l'enfant préventivement avant, mais après, c'est le choix de l'enfant. Oui, c'est le choix de l'enfant, mais alors, par exemple, au niveau d'avoir Internet à l'extérieur, on peut aussi... moi, je sais très clairement que mes enfants... J'ai un grand qui a 11 ans, il me réclame un téléphone. Alors, nous, on a fixé que ce n'était pas avant qu'il soit en école supérieure, donc quand il aura 12 ans et demi.
Et puis, ben, il veut un téléphone. Ben, un téléphone, c'est pour téléphoner. Donc voilà, donc en dehors de la maison, il n'y aura pas de Wi-Fi. Voilà, mais ça, c'est chacun après qui doit se poser. Mais ça, je pense... les copains... Ouais, alors après, bien sûr. Mais alors ça aussi, ça s'explique que les copains, ben, ils ont des autres règles. Et puis, ouais, ça, on aura envie d'éduquer tous les parents. Mais moi, j'encourage vraiment les parents à s'éduquer là-dedans. Parce que, voilà, nous, moi, je suis née encore sans. J'ai l'impression de faire la vieille, comme je dis ça. Mais voilà, nous, on est nés sans. Donc, mais on a besoin d'être éduqués là-dedans. Donc, en tant que parent, on peut aller se renseigner. On peut aller suivre des cours. Comment gérer nous-mêmes déjà cette addiction face à ces téléphones qu'on a maintenant tout le temps tout près de nous. Et puis après, quand on n'est plus dans l'ignorance, eh ben, on peut mieux informer aussi nos enfants. Mais souvent, nous, on est déjà l'exemple, c'est qu'on est tout le temps dessus, puis nos enfants nous voient, puis après on leur demande à eux de ne pas être tout le temps dessus, puis ben, c'est pas cohérent. Donc voilà, c'est vrai, alors là, c'est pour ça que tous ceux qui ont créé Google et Facebook et tout ça, ben, ils interdisent à leurs enfants. Parce qu'ils savent en fait le danger. Mais là, ça demanderait une responsabilité je sais pas, nationale de faire de la prévention pour les parents. Mais il y en a, il y a des choses qui existent. Mais du coup, le parent doit aller chercher, puis on n'a ni forcément l'énergie, ni le temps, ni l'envie, ou on ne se rend juste pas compte, puis on se laisse dépasser par nos enfants qui en savent plus que nous. Puis ça, ben, ça ne devrait pas. On devrait avoir un coup d'avance toujours. Se renseigner, les jeux vidéo aussi. On devrait s'enseigner, c'est quoi ce jeu vidéo, c'est quoi ce jeu vidéo. Voilà, pour qu'on puisse faire partie de la vie de nos enfants, pas qu'ils nous traitent de vieux schnocks qu'on n'a rien compris, nous. Mais je pense que l'émission de hier soir fait partie de ces préventions, de même que l'émission qu'il y a eu sur cette députée genevoise, je ne sais pas si vous l'avez suivi, il y a 2 jours en arrière, qui a vécu un passé de prostituée et qui, étant dans une carrière politique à Genève, a écrit un livre et a choisi de le rendre officiel et de dire par quoi elle est passée. Mais je pense que ça fait partie d'une stratégie nationale pour rendre conscient et puis avancer dans cette question. Et puis je reste convaincue que plus on en parle, plus on fait des émissions, mieux on est informé, mieux on est équipé. Et puis voilà. Après, justement, c'est vraiment. Moi, mon but, c'est on en parle. Mais merci pour ces émissions, Géraldine. Alors moi j'ai un ado à la maison. Pour moi ça ne me pose pas de problème de parler de sexualité avec lui. C'est pas tabou pour moi. Mais quand j'essaie de rentrer dans la discussion avec lui, de parler de sexualité, parce qu'il est dans un âge où ça va dans tous les sens, mais lui il se gêne. Lui il veut pas de dialogue, il veut pas qu'on dialogue là-dessus. On fait quoi dans ce cas-là? Ouais, alors c'est tout à fait en fait un développement normal, qu'il soit gêné. Voilà, puis surtout après, il y a aussi le regard des copains, on discute avec les copains, puis si les copains ne discutent pas avec leurs parents, alors du coup on veut faire comme. Alors libre à vous de lui mettre des informations, c'est-à-dire lui cacher un petit livre sous son oreiller, ou un petit schéma qu'on a trouvé, le faire grandir dans son identité, dans le sens lui dire ce que vous appréciez chez lui, puis lui cacher des post-it dans son agenda et tout ça, pour lui montrer que vous êtes là, que vous êtes attentif et que vous vous intéressez vraiment à lui, et que c'est pas du tout du contrôle, mais vraiment que vous vous intéressez à lui. Alors après moi j'ai pas de solution miracle, tout d'un coup la communication va être rétablie, ou alors vraiment essayer de le guider vers une personne de référence qui va du coup prendre ce relais. Mais voilà, toujours lui faire comprendre que vous êtes disponible et puis que peut-être vous ne voulez pas savoir finalement sa sexualité et que vous n'allez pas parler de la vôtre, mais en fait, vraiment par souci d'information, alors on va parler du développement d'un ado. Et puis du coup, c'est quoi les aides? Est-ce que lui sait qu'est-ce qu'il attend maintenant? Est-ce que par rapport à son développement à lui. Comment? Merci beaucoup pour ce soir. Moi, j'ai juste une question par rapport à l'école, parce que j'ai bien compris que c'était le rôle des parents, mais c'est vrai que l'école propose des cours d'éducation sexuelle. Oui. Les enfants, quand ils reviennent de ces cours, ils ne veulent surtout pas nous dire ce qui a été dit. C'est des choses
on me dit, ben, tu n'y vas pas, mais on fait ça à la maison. Est-ce qu'on laisse, puis on ne sait pas, qu'est-ce que toi tu conseillerais? Ouais, alors ceux qui donnent les cours d'éducation sexuelle à l'école sont contents de vous, en tout cas c'est Profa. Et puis normalement, alors je sais pas, peut-être c'est pas dans tous les collèges, mais normalement ils font une séance d'information pour les parents avant. Non. Et pas dans tous les collèges. Ah ouais. Alors normalement, si Profa fait bien son boulot, il devrait faire une soirée d'information. Moi c'est ce que je vis dans le collège où il y a mes enfants. Ils font une séance d'information où ils invitent les parents. Alors c'est sûr qu'il y a de loin pas tous les parents qui sont là. Mais en fait, puis ils expliquent qu'est-ce qu'ils vont dire à nos enfants. Et puis moi, j'y suis allée à chaque fois, parce qu'en fait, ça me passionne, et puis j'aimerais trop être la Miss Profa qui est devant, qui parle. Mais voilà, c'est des autres études, et puis voilà. Donc, mais en fait, ce qu'elles disent, moi, je veux aussi pour checker ce qu'ils disent. Et puis, voilà, en tout cas, pour moi, ça a passé enfin, moi, mes enfants, je les mets à l'éducation sexuelle de l'école. Bien sûr qu'après, vraiment, en tant que parent, il faut compléter derrière. Parce qu'à l'école, c'est vide, c'est très vide voilà, les valeurs qu'on peut avoir chrétiennes, ou c'est très laïque, c'est très... voilà, on met les mots, on met la technique, on explique... Ils font beaucoup de prévention sur les abus, ça c'est bien. Mais voilà, nous, on y englobe tout ce qui est de la beauté de la sexualité, tout ce qui est de la valeur de la sexualité, que c'est vraiment... C'est pas juste que la société propose. Et puis, voilà, le problème, c'est qu'en ne mettant pas nos enfants, quelque part, ça va être un peu stigmatisé par rapport à leurs copains, parce que tout le monde, ils vont en causer. Et puis, toi, tu n'y étais pas. Mais pourquoi tu n'y étais pas, toi? Alors voilà, après, qu'ils ne nous en parlent pas, ça dépend un peu de la culture qu'on a à la maison sur cette sexualité, justement. Voilà, c'est vrai que il y a dans des familles où ils vont tout déballer parce que justement ils disent ouais mais c'est tout comme tu avais dit, ou bien non ils ont dit ça c'était autrement, ou bien un enfant peut être très fier d'avoir pu répondre à toute la question quand ils ont demandé entre eux. Souvent Profa en fait ils commencent avec deux bébés quand ils sont petits, hein, avec deux bébés qui sont habillés pareil, puis ils disent voilà là il y a une fille et il y a un garçon, comment est-ce qu'on sait qui est qui? Alors ceux vraiment qui ne savent pas, ils disent parce que lui il a le bonnet rose et puis l'autre il a le bonnet bleu. Non, alors il y a toujours celui à qui la sexualité est expliquée et qui va faire le petit malin, qui va lever la main puis qui va dire il faut les déshabiller. Alors voilà, mais c'est vraiment chou, enfin ils amènent vraiment quelque chose qui est bien parce qu'au moins tous les enfants ils ont la même chose s'ils ont pas ça à la maison. Mais vraiment les parents, on peut vraiment aller plus loin. Et puis, ouais. Donc voilà. C'est bien. Après, je sais que pour Profa, il y a toute cette identité de genre qui est très remise en question. Ils disent comme quoi il faut donner à l'enfant la liberté de choisir et tout ça. Alors voilà, ils interviennent à 3 ans, à 6 ans, à 10 ans, je crois, et puis alors 1h30. Donc, ça va pas être... Enfin, si nous, on fait bien notre job de parents, on a beaucoup plus d'impact sur nos enfants, puis on peut reprendre ça en disant, mais toi, t'es fille dans un corps de fille, et puis garçon dans un corps de garçon. Voilà. Mais expliquer qu'il y en a certains qui se sentent pas bien dans leur corps, puis ça existe. Puis voilà, c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Voilà, j'avais justement cette question, parce que vous êtes maman, moi je suis grand-maman, par rapport justement au genre. Qu'est-ce que nous, en tant que parents ou grands-parents, voilà, qu'est-ce qu'ils expliquent au juste À l'école? Oui, par rapport à l'homosexualité et tout ça, je veux dire, quelle position ils prennent? Vous avez une idée? Ouais, alors ils ont une position non jugeante, tout est accueilli en fait, tout est possible. Et ils ont vraiment ça, ouais. Alors voilà, alors c'est vrai que ça fait un petit peu le choc avec... si on est dans une église bien fermée ou du style on rejette, voilà, c'est sûr que ça fait le choc. Mais voilà, en même temps, eux, ils sont vraiment... Le but de Profa, c'est vraiment de pouvoir en parler et d'accueillir finalement tout, pas comme en étant normal, mais on accueille tout, on entend tout. Alors voilà, après, justement, libre à nous en tant que parents, de dire, voilà, nous, nos valeurs, c'est... Voilà. Pour nous, la vie se reproduit par un homme et une femme. Voilà, les animaux, c'est aussi ça. Voilà. Mais après, il y a voilà, l'homosexualité, ils vont forcément y être confrontés.
Mais voilà, on n'est pas non plus dans le jugement, on n'est pas dans le rejet. Voilà, c'est des souffrances. Ouais. Et puis le genre, oui, il y a vraiment des gens qui ont l'impression d'être dans pas le bon corps. Ça existe aussi. Et puis on en parle. Mais voilà, puis on essaie de grandir nos enfants dans leur identité, voilà, qu'ils soient forts eux dans leur corps et leur identité. On constate un tout petit peu que ce genre de questions intéresse beaucoup les dames. Et d'ailleurs ici, on a un public de dames absolument remarquable. Merci mesdames. Et moi, je remarque aussi que les hommes ont de la peine. Tout à l'heure, par rapport à la question de la dame qui est partie, je crois, j'avais envie de dire, mais est-ce que c'est quand même pas plutôt aux hommes d'avoir un contact avec leurs ados masculins, parce que c'est quand même normal et naturel, et il me semble qu'à ce niveau-là, il y a pas mal de carences. Alors, je reprends la thématique que vous avez un tout petit peu développée par rapport à l'éducation des parents. Alors, c'est vrai que nous sommes avec ma femme conseillers conjugaux, et puis on passe des fois dans les groupes de jeunes pour parler de sexualité, et moi j'ai l'impression qu'il y a tout un travail d'éducation des parents qui pourrait se faire au travers des églises, parce que bon voilà, c'est sympa d'être dans une conférence où on est une cinquantaine, mais il me semble qu'il faudrait qu'il y ait une diffusion nettement plus grande, et en particulier par rapport aux hommes. Alors est-ce que vous pourriez dire quelque chose, non plus par rapport aux enfants, mais par rapport aux hommes, qui ne sont pas très représentés ce soir? Donc votre question, elle dit que comment est-ce qu'on pourrait éduquer les hommes? Oui, c'est-à-dire quel impact, par exemple, oui, en l'occurrence, oui, c'est ça. Je vous pose une question piège, mais peut-être c'est votre mari qui aurait pu y répondre. Ouais. Excusez-moi de... Ouais, alors je réfléchis pour parler. Comment as-tu éduqué ton mari? Du coup, ça me monte la pression. Non, mais moi aussi, je vais dans les groupes d'ados, mais c'est bien, j'ai des ados en face de moi. Alors moi, je vous rejoins dans le sens, oui, je pense que papa avec leur fils, et puis maman avec leur fille, il y a quelque chose de très logique là-dedans. Moi, dans les groupes de jeunes, quand je veux parler aux ados, j'aime pas beaucoup faire des groupes séparés, parce que je trouve que c'est important que les filles savent comment fonctionnent les gars, et les gars entendent les défis des filles. Voilà, donc quand on parle de pornographie, souvent on imagine que ça touche plus les garçons quand même. Ben voilà, mais les filles, elles savent aussi les défis qu'il y a et tout ça. Après, maintenant, pour les parents... ouais, c'est... Moi, je pense que les parents, on devrait déjà se poser la question comment nous, on nous a parlé de sexualité, et puis comment on se positionne par rapport à ça. Voilà, comment nous, on se sent dans notre corps. Parce que forcément, si on est l'exemple, soyons le meilleur exemple, et surtout que ce qu'on va pouvoir leur dire, que ça ait du sens, en fait, et qu'on le vive. Voilà, si on dit que c'est une relation consentante et régulière et tout ça, puis que nous, ça fait 4 ans qu'on n'a plus de relation sexuelle avec notre femme, parce que pour X raisons, voilà. Après, les papas, vraiment dans leur attitude, on sait que ça va être l'exemple de comment devrait être un éventuel mari pour leur fille. Voilà, donc ça aussi, ça c'est des discussions qu'on peut avoir. Qu'est-ce qu'on peut attendre comme qualité chez un futur époux? Je ne réponds pas forcément toujours à votre question, mais il faudrait que j'y réfléchisse en fait. Mais voilà, quand je donne des cours pour les parents, parce que je donne des cours pour les parents sur la communication avec leurs enfants, le dernier cours que je donne, c'est vraiment de la prévention pour les abus. Et du coup, en fait, mais j'essaye d'encourager les parents à reprendre ces compétences qu'on a, nous, d'enseigner nos enfants. Et du coup, je pense que par la confiance, en disant, mais purée, en fait, c'est mon rôle à moi de parler de ça avec mes enfants, c'est mon rôle d'être cette prévention, voilà, parce qu'on évite, on nous démunit un peu dans le courant de la société là, dans lequel on est, nos enfants sont pris en charge là, et puis du coup, on ne sait plus qui c'est qui doit faire quoi, mais c'est nous, en tant que parents. Puis, du coup, voilà, moi je suis un peu, j'essaye de redonner cet élan, de dire, mais en fait, c'est mon rôle. Voilà. Donc après, quand on a compris qu'on a vraiment un rôle à jouer, enfin, on est très motivé. Enfin, en tout cas, moi, je suis... Est-ce que ça va? Un petit bout. Il y a un petit bout.
Ça y est, je ne vais pas endormir la nuit. Merci beaucoup en tout cas pour ce que vous nous apportez. J'avais juste entendu quelque chose qui était assez intéressant. Une personne disait que si par exemple on pourrait encourager les ados, que s'ils ont des rapports sexuels ou qu'ils souhaitent en avoir, ce serait bien qu'ils discutent les deux ensemble et puis qu'ils parlent du fait que tout à coup une grossesse pourrait arriver et puis si c'est le cas, qu'est-ce qu'ils feraient? Et puis je trouvais intéressant le fait de se poser la question avant que ça arrive. Et puis ça permettrait par exemple à la fille, si tout à coup le gars lui dit « Oh mais si t'es enceinte, mais moi je veux que t'avortes » par exemple, ben, la fille elle pourrait se dire « Oh ben est-ce que vraiment je veux poursuivre ma relation avec lui ?» Si par exemple elle sait qu'elle garderait l'enfant, se dire « Mais c'est vraiment un gars qui vaut la peine » et puis voilà, de comprendre... ou par exemple si le gars lui dirait « Écoute, si un bébé arrive, je serai là, je te soutiendrai » que la fille puisse se dire waouh, franchement ce gars il vaut la peine, et puis un petit peu d'aller dans ce sens-là. Donc je trouvais juste intéressant. Voilà, j'ai juste à cœur de partager ça. Merci beaucoup, ouais. C'est très bien. Quelqu'un d'autre? Depuis le temps, j'espère que je n'ai pas oublié ma question. Oui, tu disais, si je me souviens bien, je ne sais plus comment tu l'as formulé, mais que c'est bien d'avoir régulièrement des temps avec les enfants pour parler de ça. Donc moi je m'imaginais qu'on pourrait faire une sorte de, je sais pas, ça veut dire que tu crées ces moments, toi, tu as une forme de rituel ou quelque chose, ou bien tu saisis les occasions et puis tu te dis, ah ben tiens, on vient de parler de ça à table, ou j'ai entendu causer entre eux de ça, donc demain je vais prendre un temps. Ça c'était une de mes questions. Et puis une autre c'était, mais en fait finalement, chez vous, puis probablement dans plusieurs de nos familles, on a des enfants de différents genres et puis à différents stades. Donc est-ce qu'il y a des moments où c'est toute la famille qui en parle, ou bien, en tout cas nous on l'a jamais fait comme ça, mais ça m'intéresse, ou bien est-ce que c'est forcément du 1 à 1 du coup, pour s'adapter à chaque stade? Ouais. Alors on peut le faire de temps en temps dans des colloques de famille ou dans des réunions familiales. Ça ne veut pas dire que ça va être à chaque fois, mais de temps en temps, très éparsément, on peut le faire. Ça crée une unité de famille aussi. Et surtout, chaque membre de la famille se met acteur, et surtout dans l'idée de prendre soin de l'autre. Et voilà, donc ce qui arrive à l'autre, en fait, ça m'intéresse. Et puis, les défis des plus grands peuvent aussi servir d'exemple aux plus petits, en disant, ah ben voilà, puis après, toi tu vis ça. Enfin voilà, donc ça, je pense que c'est vraiment bien de temps en temps en parler tous ensemble. Et puis là, je me souviens de la dernière discussion qu'on avait, c'était c'est qui ton amoureuse? En fait, maintenant, sur mes 4 garçons, ils ont tous une amoureuse. Mais c'est incroyable, même celui qui a 14 mois, alors ils lui ont trouvé une amoureuse. C'est formidable. Donc voilà, je me réjouis de toutes ces belles filles que je vais bientôt avoir. Mais voilà, c'était intéressant. Puis après, ça veut dire quoi être une amoureuse? Parce qu'alors après, à un certain âge, ils ont 4-5 amoureuses. Et puis après, l'autre, il a bien compris que non, on ne peut pas avoir 4-5 amoureuses. Et ça, c'est vraiment riche. Parce que du coup, le cocon est sécurisé. Et puis on en parle, il n'y a pas de moquerie, il n'y a pas de... Voilà. Et puis on en parle. Puis en fait, la discussion se fait souvent entre eux. Et ça, c'est vraiment intéressant. Après, oui, alors pour le forme de coaching, c'est plus du 1 à 1, parce que du coup, c'est mon corps. Donc on va... Voilà. Et puis, c'est vrai qu'on peut vraiment rebondir sur des occasions, voilà, sur des choses qu'on entend, sur même un article que tout d'un coup j'ai lu, ou... Voilà, et puis voilà, ce soir, je vais te raconter... Moi, je commence souvent avec des histoires, en fait. Je vais te raconter une histoire, et puis du coup, on rebondit sur l'histoire, puis toi, t'en penses quoi? Et puis, voilà, après, si j'ai un bobo à prendre soin, alors du coup, je vais lui dire, là, maintenant, je t'ai mis de la crème, ça fait du bien, hein, puis après, est-ce que tu as envie que je te fasse un massage? Et puis, voilà, puis on va parler du corps, puis... Donc, sans arriver avec le livre. Alors, ce soir, c'est soirée sexe. Voilà, plus c'est naturel, mieux c'est. Mais après, ça, c'est quand on est à l'aise. Mais si on est moins à l'aise, voilà, vraiment, en tant que parent, on peut se poser cette question, comment faire pour que je sois plus à l'aise? Qu'est-ce qui fait que je ne suis pas à l'aise? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que... Enfin, voilà,
C'est souvent de la peur, en fait. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Je pense qu'on peut l'applaudir.